L'amour-chien. Première partie. Un jour d'automne, Rose se promenait dans le parc de Rambouillet lorsqu'un Terre-Neuve d'une grandeur anormale surgit d'une rangée de platanes et s'élança vers elle. Surprise, elle refusa de s'en méfier, car l'un de ses deux fils possédait un chien de même race, et elle avait beaucoup d'affection pour ce dernier. Mais l'animal ce jour-là poursuivit sa course et sauta sur la pauvre femme. Déstabilisée, Rose finit par prendre peur et bascula vers l'arrière. Elle s'effondra dans le bassin. Le parc était désert en ce dimanche matin. Les exclamations de Rose se perdirent dans le sous-bois. Saisie par le froid, elle se mit à nager, mais ses pieds se prirent dans des algues et le parcours fut éprouvant dans les eaux lourdes. À hauteur de la chute, la berge était élevée. Le Terre-Neuve s'était éloigné, mais Rose ne pouvait se hisser ici. Il lui fallait parcourir 300 mètres pour atteindre le premier gué, agrémenté d'un escalier, et Rose pensa plusieurs fois se noyer. Heureusement, à cet endroit-là, les marches descendaient profondément dans le bassin, vestige d'une époque où l'on ménageait d'élégants accès pour les passagers en barque. Elle put s'échouer sur la pierre et s'extraire sans effort. Le parc ne résonnait plus des jappements du chien. Seules les frondaisons, déjà presque sèches, frémissaient comme des ombres. Rose prit le chemin de sa voiture, piteuse. Une peur dévorante s'empara d'elle, d'abord vague, puis se cristallisant en paroles, en images. Ne venait-elle pas de subir une agression? Se pouvait-il qu'un propriétaire ait excité contre elle son molosse, caché derrière un arbre? Submergée par l'angoisse, elle décida de taire ce qu'elle venait de vivre, le temps d'éclaircir la situation. Soudain, sa fortune lui fit l'effet d'une malédiction. Unique héritière d'un riche industriel normand, elle avait épousé Pierre Guillaume, un aimable comte désargenté. Cet oisif charmant l'avait divertie, à défaut de l'aimer, puis il avait eu l'élégance de disparaître avant d'entamer trop cruellement les avoirs du couple. Il lui avait offert 2 fils, 2 adorables parasites au caractère bien trempé, bruns ténébreux, très conscients du fait que l'argent de leur mère, pour peu qu'elle ne se laisse pas aller à des lubies dépensières, leur garantirait une vie sans travail. La richesse avait toujours représenté pour la vieille dame un élément naturel, une circonstance agréablement accordée à sa distinction. C'était une chance d'avoir hérité, mais il lui avait toujours semblé que son physique de grande femme élancée, sa finesse de langage et ses délicatesses avaient appelé les faveurs du destin. Personne d'autre mieux qu'elle ne semblait avoir mérité cette vie de jolie résidence et d'émulation culturelle. Elle eut un moment de vertige, le lendemain de l'agression, lorsque son fils cadet, Jacques, lui rendit visite et que son Terre-Neuve, paraissant au fond du jardin, s'élança vers elle. Tout au long de la course, la terreur de la mère grandit jusqu'à atteindre un degré insupportable. Ce chien qui se précipitait vers elle ressemblait étonnamment au chien de la veille. Surtout, il courait d'un pas lourd qui ne pouvait tromper, légèrement déhanché, le pas d'un animal vieillissant, sans doute en surpoids, et souffrant d'une ancienne blessure à la patte. Figée, Rose crut mourir une nouvelle fois, subissant sans broncher les assauts de l'animal. Jacques éclata de rire, il tira sur la laisse du chien, l'appelant au calme et lui demandant de ne pas faire de mal à sa pauvre mère. Ils passèrent 2 heures d'aimables discussions. Ce jour-là, il avait été convenu que la mère transmette à son fils quelques beaux objets ayant appartenu à ses propres parents, une horloge du XVIIIe siècle, un sextant de cuivre. La transaction conclue, Jacques quitta sa mère et l'abandonna, lui sembla-t-il, dans un appartement envahi par les ombres. Maintenant qu'il avait disparu, sa culpabilité paraissait évidente. La vieille dame devait se rendre à l'évidence. L'un de ses fils avait cherché à se débarrasser d'elle. Décidément, la fortune devenait une menace. Rose eut un mouvement de répulsion. Ses 2 fils présentaient un visage nouveau. L'aîné devait être innocent, lui,
mais il pouvait encore changer. Elle eut la force cependant de ne maudire ni l'un ni l'autre, ni même cet argent qui prenait l'apparence du malheur. Elle rejeta l'idée de porter plainte, car toute la famille en subirait les conséquences, et décida d'affronter les choses avec courage. Elle convoqua ses fils, leur interdisant de l'interrompre, et leur décrivant ce qu'elle venait de vivre, ce qu'elle croyait avoir deviné. Elle devait avoir choisi la stratégie adéquate, car les deux fils restèrent bouche bée, l'aîné stupéfait, le cadet terrassé par la honte. L'histoire ne sortit jamais du salon, sinon sous la forme d'une rumeur devenant légende, et la vie des fils subit de profonds bouleversements. L'aîné, comme fouetté au sang, quitta ses habits d'oisif arrogant pour débuter une carrière de négociant. Hésitant entre plusieurs domaines, il connut les succès divers avec les fleurs, les meubles, les matières premières, avant de rencontrer la fortune au terme d'une série d'initiatives judicieuses dans le domaine de la mise en valeur du patrimoine, notamment le développement d'activités ludiques au sein de vieux domaines. L'organisation de journées sur le thème des manoirs hantés rencontra un succès retentissant. Sur ces vieux jours, l'aîné s'amusa ainsi beaucoup d'avoir touché le grand public. Ses intuitions lui avaient été soufflées par le cauchemar dans lequel sa vie de famille avait sombré. D'une certaine manière, il obtenait compensation. Par le même hasard, il avait remis la famille sur les rails d'une authentique réussite. Grâce à lui, Rose décéda relativement apaisée. Quant au cadet, il se retira à la campagne et mena une existence frugale, à la limite de la marginalité, coupant les ponts avec sa famille au point qu'on s'interrogea sur sa santé mentale. Bientôt, plus personne n'entendit parler de lui, et l'aîné se contenta d'organiser les funérailles lorsqu'il apprit la nouvelle de sa disparition. Amandine était la fille de ce fils aîné. Elle avait passé sa jeunesse dans un appartement somptueux du 16e arrondissement qui surprenait ses amis par le lustre de ses moulures, la magnificence de ses meubles. Tant d'aisance l'avait toujours embarrassée. Son père l'avait cependant élevée dans l'exigence du travail honnête. Très belle, Amandine n'avait pas manqué de soupirants, mais il était hors de question qu'elle se contente d'un mariage favorable. Elle-même estimait ses valeurs très saines, et elle avait suivi de sérieuses études de droit puis d'économie, se destinant finalement à une jolie carrière dans la communication. Elle trouva la fantaisie dont elle avait besoin dans ce milieu où l'on n'avait pas honte de côtoyer des personnes arrogantes et parfois superficielles. Elle épousa très jeune un homme plus âgé, directeur financier d'une prospère entreprise de maroquinerie, régulier dans les affaires, mais d'un physique désagréable. Alexandre était un homme sérieux, le visage constamment grave, sinon pour de furtives expressions de plaisir. Il avait hérité d'un nom qui lui garantissait ses entrées dans le monde, ainsi que de substantiels revenus immobiliers, mais il faisait la fierté de sa mère par le soin particulier qu'il mettait à faire carrière. Courtois, il devait moins son avancement à la vivacité de son esprit qu'à la confiance qu'il inspirait, et dont il se doutait qu'elle découlait de sa fadeur. Son visage sans grâce, ses yeux lourds, sa constante expression d'animal exténué, ses costumes cravates au tissu terne. Sa rencontre avec Amandine tenait du prodige. Il n'en revenait pas qu'à 20 ans, elle lui soit tombée dans les bras, séduite par ce qu'elle appelait sa maturité, ce qu'il savait, lui, être sa lenteur. Comme on se mariait tôt dans leur famille, et qu'Amandine avait été finement éduquée, elle interrompit momentanément sa carrière pour convoler en justes noces. Elle donna naissance l'année suivante à leur premier enfant, 2 autres suivirent. Les proches admirèrent ces parents jeunes, dont les physiques contrastés leur semblaient le signe d'une profonde entente. Alexandre vécut ainsi les 10 premières années de son mariage comme un songe éveillé. Il gardait à l'esprit ses propres disgrâces, puisque les photos qu'on prenait en famille, les regards qu'on leur adressait, ne cessaient de les lui rappeler, et il était effaré que la vie lui fasse une telle faveur. Il ne fit jamais l'amour à sa femme,
dont le corps n'avait rien perdu de sa finesse, sans la conscience aiguë de ne pas la mériter. Jusque dans les moments de frénésie, il garda comme une tendresse pour elle, un réflexe à peine esquissé de précaution. Il était par ailleurs admiratif de l'intelligence, de la sensibilité d'Amandine. Il n'était pas dupe de sa propre carrière et donnait beaucoup plus de valeur au raffinement de conversation de sa femme, à ses intuitions de mère, à son art de vivre. Il aimait se taire à la fin des dîners pour contempler son assurance joyeuse, les 1000 réflexes d'attention qu'elle avait pour les enfants. Qu'avait-elle donc pu lui trouver? Quels souvenirs avait-elle projetés sur lui? Quel fantasme lui avait-il masqué la médiocrité de son époux? Dans les silences qui le prenaient, il y avait de l'extase, mais aussi de la stupeur. L'expression suspendue de son regard, sa laideur comme vidée de substance, était l'hommage qu'il rendait à sa propre réussite. Dans ce contexte équilibré, Amandine noua bientôt un rapport particulier avec les chiens. L'année de ses 30 ans, elle acheta un labrador au regard très doux qu'elle appela Gentil. Son mari s'étonna qu'elle n'ait pas cru bon de le prévenir. Elle s'étonna elle-même de ne pas lui en avoir parlé. Mais elle avait agi de manière si délicieusement spontanée que cela ne valait pas la peine de s'inquiéter. D'autres problèmes se présentaient. Comment ferait-il par exemple pour s'occuper d'un tel animal dans un appartement certes spacieux pour une famille, mais terriblement étroit pour un labrador? Amandine promit de promener Gentil chaque soir et de partir souvent en week-end dans leur résidence secondaire. Les premiers jours, Gentil fit un effet spectaculaire à Amandine. Il avait des courses folles d'un bout à l'autre de l'appartement, surtout au moment de se préparer à sortir. Cette agitation ne plaisait pas à Alexandre, qui levait les yeux au ciel. Mais Amandine observait le manège de l'animal avec ravissement, séduite par ce déferlement d'énergie. Elle avait cependant du mal à mettre des mots sur ce qui lui plaisait vraiment chez Gentil. Sa joie, les enfants n'en étaient pas avares. Ses aboiements, elle ne pouvait pas dire qu'elle les aimait. Ses bonds, ses courses, ses halètements, chaque chose prise séparément la laissait perplexe. En fait, c'était l'ensemble qui la séduisait, un ensemble étrange et presque inquiétant, prestigieux comme un diamant dont chaque facette reflèterait un aspect du luxe environnant. Car Amandine vivait dans le luxe. Elle observait chaque jour avec une acuité grandissante l'appartement de pièces en enfilade, dressé de tableaux que leur avaient légués leurs familles respectives, aïeux solennels représentés sur fond noir, nature morte du XVIIIe, chef-d'œuvre de peintres de la marine. Elle se laissait impressionner par les moulures, les rideaux de soie brodés, les fauteuils Régence au tissu moderne, l'impeccable tapis rouge sur les marches de marbre, jusque dans le hall décoré de pilastres. Et chaque jour, elle était comme suffoquée par la délicatesse de ces éléments, par la perfection de leur agencement. Il n'y avait rien qu'elle et son mari n'aient choisi, mais rien qui n'ait l'air intégré dans une sorte de composition gigantesque et sublime. Elle avait l'impression d'avoir à s'effacer devant les mouvements de la mode et de ne plus rien pouvoir exprimer que le silence. Le chien venait bousculer ce sentiment. Il ne fallait rien moins que cette bestiole froufroutante pour animer cet endroit solennel. Mais l'animal procurait également à Amandine des sentiments à la mesure de ce que lui inspirait l'appartement. Une forme d'impuissance devant une présence indéniable, une joie teintée par l'absurde. Gentil était la pointe grotesque, convenant au décor de leur vie de famille, le centre animé qui mettait une touche d'humour dans un ensemble massif. Telles étaient du moins les amorces de justification qui se manifestaient dans les pensées d'Amandine, et elle se gardait bien de s'en ouvrir aux autres.
Deuxième partie. Pendant un mois, Amandine s'occupa de Gentil avec dévouement. Puis un accès d'angoisse la détacha brusquement de l'animal. Elle éprouva la même sensation qu'après ses 3 accouchements, celle d'une grande tristesse. Cette fois-ci, la sensation n'avait cependant pas l'air de vouloir passer. Et puis, Amandine s'agaçait d'avoir aimé ce chien. Aussi décida-t-elle de le vendre. Elle en offrait un prix si dérisoire qu'elle trouva un acheteur le jour même. Alexandre fut surpris qu'Amandine agisse une nouvelle fois de manière si impulsive. Mais il cessa de se poser des questions lorsqu'elle acheta un deuxième chien, plus petit, un Golden Retriever. La seule chose qui m'étonne, lui déclara-t-il, ne concerne plus tes pulsions d'achat, puisqu'au fond je m'y habitue, mais plutôt les raisons qui te poussent à choisir ce Retriever. Je n'en sais rien, répondit-elle. Il m'a touché quand j'ai vu sa photo. Les propriétaires ont eu la bonne idée de proposer aussi une vidéo. Le Golden aboyait de manière si éloquente. Éloquente ? demanda-t-il. Intrigué, Alexandre se montrait cependant satisfait du fait qu'Amandine développe ces sortes de passions. Il y gagnait du temps libre et l'assurance, du moins provisoire, que sa femme ne penserait pas à le tromper. Car Amandine restait remarquablement belle. Gracieuse, elle avait une peau de jolie rousse fuyant le soleil, de grands cheveux souples, d'amples lèvres aux teintes pâles, des yeux couleur d'eau, des mains fines et une façon si douce de vous parler. Son mari l'avait souvent trouvée presque exaspérante à force de distinction. Alexandre ne parvenait pourtant pas à s'attacher au chien, qu'il trouvait sale et bruyant. Leur affection démonstrative le fatiguait. Mais l'intérêt de sa femme le portait à l'indulgence, et il cessa d'avoir des mots contre eux. Estimant qu'Amandine n'avait pas à se justifier, quoi de plus inoffensif qu'une passion pour les animaux, il décida de leur réserver le meilleur accueil. Il se sentait généralement redevable à sa femme, et considérait qu'il pouvait bien accepter quelque folie de sa part, et celle-ci n'en était même pas vraiment une. Avant l'arrivée des chiens, la vie sexuelle du couple avait connu la routine. Il y avait eu des rituels, de menues fantaisies permettant à leur étreinte de rester chaleureuse. Il y avait eu de la joie dans cette chair qu'ils auraient pu trouver triste, mais que la tendresse, une certaine intelligence sensuelle, métamorphosait en agréable loisir. Il n'en reste pas moins qu'ils avaient souvent perdu la flamme des premiers jours, l'appétit dévastateur qui les avait fait rire par les débordements qu'il autorisait, les maladresses, les excès. Alexandre n'avait plus rien espéré en la matière, se contentant d'infimes variations dans leurs jeux érotiques. La présence des chiens renouvelait la donne. La curiosité d'Alexandre pour sa femme s'aiguisa. La nuance de bizarre dans le comportement d'Amandine, qu'il n'avait pas vu se dessiner et qui paraissait avec une certaine brusquerie, colorait le personnage déjà prestigieux qu'elle incarnait à ses yeux. En plus de le séduire, elle l'intriguait. Alexandre se fit un malin plaisir de ne pas chercher à justifier la lubie d'Amandine par des scènes de son enfance. Il préférait laisser Amandine comme auréolée de ce mystère. Il faut dire qu'Amandine n'avait jamais été si belle avec sa poitrine légèrement tombante, cette taille toujours aussi fine qui plongeait Alexandre, quand il voyait sa femme approcher, dans des abîmes de désir. Un désir si profond qu'il semblait effacer sa vie dérisoire. La silhouette élancée d'Amandine, dont Alexandre oubliait l'âge quand elle paraissait en contre-jour, n'avait rien à envier aux figures retouchées des magazines. Au début, il se contenta de jouer de son agacement à voir le Golden Retriever courir dans l'appartement. Irrité par les meubles bousculés, les odeurs d'humidité, les traces de pattes sur les tapis, il sut convertir ses frissons de colère en excitation. Il s'ouvrait à sa femme de ses contrariétés, et cela suscitait des rires, des taquineries, qui dégénéraient en caresses, puis en amour. Ils retrouvèrent les puissantes dépenses physiques des premières fois, et Alexandre remercia les chiens pour les passions futiles qu'ils déclenchaient chez sa femme.
À son tour, le Golden Retriever fit long feu. 3 mois après l'avoir adopté, Amandine se lassa de leur promenade. L'animal était affectueux, mais il sentait fort et lui salissait les chaussures. « Il est adorable et j'ai mauvaise conscience à ne plus vouloir de lui, » disait-elle. « C'est un beau chien, non ? Mais je ne le trouve pas très intéressant. Pour être exact, rien ne le distingue vraiment des autres. J'aimerais en avoir un plus petit. Il serait mignon, mais aussi, comment dire, plus concentré. Ce serait comme 2 chiens en un. » Tu deviens originale, Amandine. Je n'avais pas encore deviné ce trait de ta personnalité. Amandine échangea donc son Golden Retriever contre un Schnauzer, puis, quelques semaines plus tard, son Schnauzer contre un Schnauzer nain, qui avait l'avantage de ressembler au précédent, tout en présentant l'éminente qualité de ses faibles proportions. Amandine appela ce dernier Petit Or, et loin de se laisser déstabiliser par son caractère teigneux, car il était le premier à mordre les chaussettes et à aboyer sans raison, elle attribua ce dernier à cette sorte de sang concentré qui devait caractériser sa race. Fruit d'évolution centenaire, résultat de sélection et de croisement calculé, il portait en lui davantage qu'une poignée de curieux gènes. Il incarnait l'histoire d'une volonté développée par des générations d'amoureux de la chose vivante. « Il est très laid, » disait Alexandre. « Je sais. Qu'est-ce que ça peut faire ? » « Tu ne l'entretiens pas. Regarde ses poils, on dirait une barbe. Et ceux-là, comme une moustache. Il sent très fort aussi. Oh, je le lave, crois-moi. Comment peux-tu t'attacher à cette horreur ? Je ne m'attache pas à lui, disons que je m'y intéresse. J'ai besoin qu'il y ait cette présence dans ma vie. Je ne te suffis pas ? Tu as bien tes passions, toi. Tu me fais rire. Amandine avait toujours été d'un style classique mais coquet, pantalon de jersey noir et corsage de soie, jupe droite et veste de cachemire. Elle avait beaucoup séduit dans son entourage par son attention constante à la correction, à la joliesse de son allure. Certains hommes avaient aimé cette beauté sage, ces airs discrètement bourgeois, dont ils avaient voulu réveiller le feu. Mais elle avait su calmer les ardeurs de ceux qui se déclaraient ses prétendants, et cela sans les vexer, car elle n'avait jamais été aguicheuse. Tout au long de ces mois passionnés, le rapport d'Amandine aux vêtements évolua. Elle gardait à l'esprit les magazines de mode, continuait à acheter des articles repérés dans les vitrines, persévérait à se trouver mieux habillée que ses amis, mais ses obsessions vestimentaires devinrent secondaires. Elles prirent une tournure nonchalante, parfois inquiète. Amandine perdait sa concentration en la matière. Elle tenait cependant à rester élégante, et ses tenues gagnèrent en caractère, car elle faisait des achats moins réfléchis, elle avait des impulsions qu'elle se serait interdites auparavant. Ces nouvelles touches rock, ces clins d'œil bohèmes, surprirent Alexandre. Mais il ne s'en plaignit pas. Elles renouvelèrent également le public des admirateurs d'Amandine. Ce furent des collègues et de jeunes passants que cette femme mûre, d'expression si libre, émoustillait. Son négligé chic faisait des ravages. Mais elle n'adressait qu'un regard distrait à ces hommes, comme au précédent. Elle ne prenait conscience de son pouvoir de séduction que de manière superficielle. C'était à ces chiens qu'elle réservait toutes ses attentions. Le jour où Petit Or se mit à mordre les vieilles femmes, Amandine utilisa ce prétexte pour s'en débarrasser. Elle jeta son dévolu sur un basset, certes plus long que le Schnauzer, mais de taille encore plus modeste. Il avait la police, un comportement prévisible, une manière amusante de se mouvoir, comme sur des coussins élastiques. Amandine guettait les réactions de son mari, qui ne manqua pas de remarquer la relative beauté de celui-ci par rapport au précédent. « Je progresse. Le prochain sera plus petit encore et tout aussi beau. »
Tu finiras par élever des puces. Oh non, ce sont des chiens que je veux. Que feras-tu lorsque tu auras trouvé le plus petit et le plus beau chien du monde? Tu penses que ça existe? Amandine adorait son Basset, mais ne pouvait s'en tenir à lui. Elle le trouvait trop sympathique. Il avait fait l'unanimité chez ses amis, puis chez les amis de ses enfants, mais il y avait quelque chose de fade dans l'admiration qu'il suscitait. Amandine dut trouver un nouveau prétexte. Cette fois-ci, elle avança le nom d'une maladie qu'elle avait découverte dans un livre. Elle revendit le chien, tout en faisant croire qu'elle l'avait fait piquer. Ça avait été toute une histoire pour empêcher les enfants de l'accompagner, et, sans voulant de se livrer à de telles mises en scène, elle se promit de trouver enfin le chien qui lui convenait vraiment, un chien qu'elle trouverait définitivement fascinant. La passion canine d'Amandine prit donc un tour nouveau, se démarquant du simple amour des bêtes, pour un goût revendiqué pour la petitesse. Une nouvelle fois, Alexandre sut mettre à profit cette évolution pour leur vie sexuelle. Il ne ressentait plus d'agacement, mais une surprise teintée d'inquiétude, et cela servait à merveille le nouvel épanouissement de ses fantasmes. L'intrusion des chiens dans le foyer lui avait d'ores et déjà permis de renouer avec l'époque bénie où, n'ayant pas encore couché avec Amandine, il avait imaginé certaines particularités physiques ainsi que d'invraisemblables postures. Supposer que dans l'esprit de sa femme se développaient des mouvements étranges, des cristallisations inattendues, suffisait maintenant à l'affoler. Il n'avait jamais eu tant envie de la prendre, cette femme adorable qui méritait qu'on la punisse. Il n'avait jamais eu tant envie de la posséder, cette bourgeoise aux jolies manières, aux pensées si particulières. Et ce fut alors dans la chambre à coucher de surprenantes séances d'étreinte excitée, de bouffées sensuelles dont il n'avait pas encore connu l'énergie rageuse, maniaquerie rapide, paroles radicales, grognements prolongés, autant d'indices d'une sexualité qui n'avait jamais été si pleinement vécue. Amandine, pour sa part, désapprouvait les emportements de son mari. Elle y prenait plaisir et ne rechignait pas à la tâche, mais elle craignait les malentendus. Elle se doutait que son mari réagissait à sa passion pour les chiens, et elle aurait voulu lui dire que celle-ci n'avait rien de pervers. Elle sentait combien cet intérêt relevait au contraire d'une forme de logique, qu'il suivait une pente naturelle, et qu'il n'y avait pas matière à s'en amuser. Il aurait été dommage que l'image qu'Alexandre se faisait d'elle en soit altérée. Aussi lui passa-t-elle ses lubies dans l'espoir que celle-ci s'apaise, tout comme leur première sexualité s'était apaisée au cours des premières années de leur mariage. Et elle choisit de garder la tête froide concernant sa propre passion. Elle continuerait à suivre ses envies, sans empressement ni réticence. Troisième partie. Ce fut avec un lévrier nain qu'Amandine approcha du but. Elle avait d'abord pensé acheter un lévrier de taille normale, dont elle aimait la maigreur et l'effarante fragilité, ces frissons qui lui parcouraient les pattes. Mais autant passer à l'étape suivante. Elle fut ravie par sa nouvelle acquisition, celle d'un lévrier nain, lui-même petit par rapport à ses congénères. Elle le baptisa Crevette. Celui-ci la comblait d'aise, avec ses mouvements de panique, sa curieuse indifférence, ses yeux presque aveugles, l'impression qu'il donnait d'être constamment menacé par son environnement. Amandine aimait le prendre dans ses bras, poser la main sur son ventre, sentir battre son cœur et respirer ses poumons, machine candide et vulnérable. Ce chien-là dépendait d'elle, incapable de s'éloigner vraiment, et réclamant une constante attention qui se monnayait en caresses et en aliments. Les proches d'Amandine éprouvaient des sentiments contradictoires, l'attachement et la pitié, et ça lui convenait. Cet animal était un miracle d'équilibre, un prodige frémissant. Amandine gagnait en sérénité. Bientôt, elle identifierait le chien qu'il lui fallait, et cette certitude lui fit prendre son temps.
Elle garda Crevette 3 mois, jusqu'à ce qu'un article intitulé Chien de collection, dans le magazine Passion canine, lui fasse l'effet d'une révélation. On y parlait de ces chiens minuscules dont les prix s'envolent sur le marché, des chiens résultant de croisements si pointus, d'accouplements si réfléchis, qu'ils avaient chacun leurs caractéristiques, distinctes de celles de races précises. Leur prix dépendait de leur singularité tout autant que de leur beauté, terme a priori peu approprié, recoupant plutôt des notions comme la délicatesse ou l'harmonie. « Je vais m'arrêter avec ce genre de chien, déclara-t-elle à son mari. Et il s'en dit ravi, non sans s'inquiéter des dépenses que cela pourrait occasionner. Quelques recherches confirmèrent ses doutes. Ce genre de chien ne s'achetait qu'auprès d'éleveurs reconnus. Connaissant sa femme, l'époux se douta qu'elle ne se contenterait pas d'un petit chien rare. Ce à quoi elle aspirait, au plus profond d'elle-même, était un petit chien rare et cher, voire le plus rare et le plus cher possible. Cet ultime élément garantissait à l'animal une sorte de prestige existentiel. Amandine revint à la maison en possession de Caramel, un surprenant chihuahua à poils roux, redoutablement petit. Il se crispait entre les mains de sa maîtresse et portait sur le monde un regard révulsé, de ses 2 petits yeux roulant comme des billes. C'était un spectacle étonnant. Plusieurs personnes passèrent à l'appartement pour faire la connaissance de Caramel. À chacun des cris de surprise, à chacun des rires qu'il suscitait, Amandine exultait. Elle se moquait du fait qu'on puisse le trouver ridicule. C'était un signe supplémentaire de sa valeur. Quand elle pensait au caniche si vulgaire, au berger allemand si commun, ou même au labrador dont elle avait pourtant possédé un spécimen, et qu'elle estimait aujourd'hui si tristement sympathique, elle avait un mouvement de colère contre l'espèce humaine en général, susceptible d'attachements si banals. Maintenant qu'Amandine se procurait des animaux dégénérés, il se retenait de prononcer le mot, mais il lui brûlait les lèvres, Alexandre nourrissait quelques doutes sur l'issue de cette histoire. Quelle ultime bizarrerie résulterait de cette course vers la fragilité? Les dépenses d'énergie sexuelle du couple s'apaisèrent, tout en évoluant vers un raffinement inédit. Jamais Alexandre n'avait imaginé, à 20 ans, pouvoir un jour se comporter avec sa femme comme avec une séductrice accomplie, frissonnant quand il se glissait sous les draps, défaillant à la simple idée de certains gestes, les sourcils froncés par les ombres de luxure qui rôdaient dans la pièce. Plus que jamais, Amandine était consciente du goût renouvelé de son mari pour la chose et perdait en naturel, en spontanéité, ce qu'elle gagnait en sophistication. Elle prenait l'affaire en main avec un mélange de réticence et de concentration. Alexandre en tirait de savants délices, car il avait la sensation d'avoir affaire à une professionnelle, qui plus est très belle et très raffinée. Nouvelle progression vers un climat de perversion légère, sur lequel, adolescent, il n'aurait même pas osé fantasmer. Il pressentit malgré tout, dans ce nouveau rythme de croisière, la fin probable de ce curieux épisode de leur vie commune. Alexandre ne s'y était pas trompé. Amandine reconnut elle-même vouloir faire grimper les prix. Mais cela ne pressait pas, et elle prolongea l'habitude de se promener dans le quartier, Caramel au bras. Le chien tendait les oreilles, affolé, blotti dans les plis du cardigan. Lorsqu'Amandine s'arrêtait pour le faire admirer, il sortait le museau, mais, comprenant son erreur, il courbait la tête pour ne pas subir les assauts pourtant attentionnés des mains qui se tendaient vers lui. Un soir, Amandine croisa des voisins accompagnés de leurs jeunes enfants. Elle s'accroupit pour qu'ils aient le loisir de caresser l'animal. Elle se déplaça même jusqu'à une partie du trottoir protégée des passants afin de déposer Caramel au sol en toute sécurité. Les 2 enfants, ébahis, s'approchèrent de l'animal avec des précautions qu'on ne leur avait jamais vues. Les adultes eurent de grands rires pour exprimer leur bonheur d'assister à une scène si touchante. C'est à ce moment-là que surgit, sans que personne ne l'ait encore aperçu, un immense mâtin de Naples franchissant le cercle des adultes. Amandine connaissait cette race,
car elle s'y était intéressée avant de se décider pour un labrador. Les yeux rouges aux paupières tombantes du matin lui avaient semblé de mauvais augure. D'un pas souple et lent, la gueule tendue vers l'avant, le poil fluctuant au gré des saccades d'une cage thoracique étonnamment grasse, l'intrus surprit tout le monde en happant Caramel, puis en venant s'asseoir contre un mur. Quelques instants, l'assistance put croire que le nouveau venu avait attrapé Caramel comme on attrape un chiot pour le ramener à la niche. Mais les cris d'horreur ne se firent pas attendre. L'intrus venait bel et bien de croquer sa victime. Une masse visqueuse tomba sur le trottoir. Suffoquée, Amandine vit distinctement le corps inanimé de Caramel, un corps privé de tête, déjà parfaitement immobile et strié d'éclaboussures sanglantes. Le matin de Naples regardait son public en respirant fort, amusé par ce qu'il venait de commettre, la queue battant contre le mur. Puis il eut un hoquet, avança la gueule et cracha une petite chose maculée de bave, la tête de Caramel, réduite à ce qui ressemblait à une balle de squash plongée dans des glaires, roula jusqu'aux pieds des enfants, qui s'enfuirent aussitôt. Les parents ne s'attardèrent pas. Amandine, en état de choc, n'eut pas la force d'insulter l'agresseur. Ce dernier finit par s'éloigner, tandis qu'Amandine, prise de vertige, perdit toute capacité à réfléchir et même à percevoir les signaux extérieurs. Elle cessa de travailler. Elle pensa partir en maison de repos, mais elle préféra ne pas se donner en spectacle. Soulagée, notamment pour des raisons financières, son mari n'en éprouva pas moins de la compassion. Jamais il n'avait vu sa femme si mal en point. Ils s'offrirent quelques week-ends amoureux, qu'il trouva ternes, et qui ne suffirent pas à la remettre d'aplomb. Au moins cette histoire prenait-elle fin. Il avait été temps que l'obsession s'éteigne. Alexandre espérait qu'elle ne renaîtrait pas sous d'autres formes. La dépression de sa femme ne l'émouvait pas. Elle était un moindre mal qui avait l'avantage de remettre les compteurs à zéro et même de marquer la supériorité d'Alexandre. L'homme insignifiant qu'il était se révélait plus constant que sa princesse. Sa fadeur était une forme d'intelligence, peut-être plus appréciable en définitive qu'une incontrôlable fantaisie. D'autant que lui-même avait profité de cette fantaisie, gagnant sur tous les plans. Il avait parfois mauvaise conscience. Cette femme prestigieuse s'était pour ainsi dire livrée à lui. Croyant gagner en confiance, elle s'était mise en danger. Elle avait provoqué dans le foyer une tornade qui l'avait affaibli, elle, tout en communiquant à son époux un bienheureux souffle d'excitation. Il avait par ailleurs eu le rôle du confident, alors qu'il n'avait jamais été à ses propres yeux qu'un pâle compagnon, incapable de comprendre sa femme et profitant d'une folie passagère qui lui répugnait au fond. Alors il allait fermer le banc. La plus belle faveur qu'Alexandre pouvait faire à sa femme serait de ne jamais ironiser sur la passion qu'elle avait traversée. Lui-même espérait qu'elle oublierait les aperçus de profonde lubricité qu'il avait donnés en spectacle, se doutant que ça ne l'avait pas amusé tant que ça. D'autres femmes, sans doute, en auraient tiré matière à 20 années de rêverie. Ils se tiendraient mieux encore, liés par la conscience de leur fragilité, de leur flirt encore possible avec le vertige. Ils formeraient un couple plus conventionnel que jamais, puissamment conventionnel, d'une certaine manière. Quant aux brumes d'excitation sexuelle, elles se dissipèrent. Amandine et Alexandre retrouvèrent, non sans soulagement, l'amour apaisé dont ils avaient précédemment trouvé le rythme. Ils se sentaient heureux d'avoir connu cette sorte d'été indien de leur désir, mais ils devinaient leur chance d'avoir trouvé une voie honorable de sortie. À vrai dire, un molosse l'avait trouvé pour eux. Mais dans son fort intérieur, Alexandre se réjouissait d'une fin si tranchée. Le traumatisme d'Amandine était léger, il passerait comme une égratignure. Et Alexandre s'amusait en secret de ces éclaboussures qui donnaient à sa vie tant de couleurs, et le goût exaltant du paradoxe. « Comment expliques-tu que cette histoire de chien t'ait atteinte à ce point ?» lui demanda-t-il un jour. « Je préfère ne plus en parler, ça m'angoisse. J'ai examiné l'affaire dans tous les sens, et je ne vois rien de bon.
Soit j'analyse les choses de manière rationnelle, et j'ai l'impression de ne plus voir qu'une seule chose, l'échec de ma vie, soit je m'en tiens à des impressions, des ressentis, et c'est la peur qui prédomine. J'ai besoin de temps pour que cette histoire s'efface, et même que toute ma vie s'efface avec elle. C'est comme ça. Je ne peux pas te donner davantage d'explications. Maintenant, il faut que je laisse naître une autre existence. Tu veux dire d'autres obsessions? Peut-être, mais il faudra que tu veilles sur moi. Je n'ai plus le courage de travailler. J'ai besoin de savoir que tu gagnes bien ta vie, que l'argent vienne à toi, que tu le prennes en charge, et que cette question-là ne me concerne plus. D'autres désirs? Aucun autre, non. Leur couple connut une surprenante stabilité les années suivantes. Tous les deux s'aimèrent d'un amour muet, sans condition, avec quelque chose d'un peu contraint. Amandine ne se permit plus aucune extravagance, elle imaginait à l'avance les rires moqueurs. Et son mari ne renonça jamais à gagner sa vie de manière aussi régulière et nourrie que possible. Il fut tenté un moment de s'offrir de belles voitures, mais il sut contenir sa tentation. Sur ses vieux jours, le couple eut la satisfaction de laisser à la disposition de ses enfants de merveilleux comptes en banque, des comptes en banque aux lignes claires et somptueuses, comme celle d'un beau jardin à la française.